L'objectif de la mission, c'est de faire une prospection basée sur le stream sediment. Qui dit stream sediment dit les sédiments des rivières et des ruisseaux. Sur la carte, il y a une carte litho-hydrographique. On sera à mesure de positionner les ruisseaux que nous voulons prospecter. La manière dont on va faire pour retrouver les deux coordonnées, notamment la longitude et la latitude, c'est de la manière suivante. On va utiliser une latte qu'on appelle le scale rule en anglais. C'est à partir de cette latte qu'on va voir l'échelle de la carte. Et la carte que nous sommes en train d'utiliser ici à l'échelle de 1 sur 12 500. Et pour retrouver les coordonnées, on va prendre le cadran dans lequel notre ruisseau se situe. Et ce ruisseau, c'est à partir de la confluence de la rivière Nyamukanga et la rivière Mudimbi. Et c'est la confluence entre les deux rivières là. Donc, en nous servant de notre latte ici, pour chercher la longitude, on va placer la latte sur la carte. On va repérer le point, c'est-à-dire on va projeter la confluence de ces points sur le scale rule. Et en projetant la confluence de ces points sur le scale rule, on se rend compte que ce point est situé à 12 cm. Je dis qu'on va travailler avec l'échelle de 1 sur 250. On va multiplier la valeur trouvée, notamment 12 cm par 12,5 pour nous situer par rapport au mètre. Pour retrouver les points sites d'échantillonnage, comme nous sommes dans le cadran ici, qui est situé entre l'extrême longitude 723 000, on va ajouter 150 pour retrouver. En ajoutant 150, on va se rendre compte que notre point est situé à 72 3150. Comme on vient de retrouver la longitude, ça sera la même procédure pour retrouver aussi la latitude. On va entrer les deux coordonnées dans les GPS et puis faire les go-to comme nous travaillons à système anglais. Retrouver ces points sur la carte, nous les entrons dans le GPS. Nous nous retrouvons que ces points situés à 4 km de là que nous nous trouvons et à 39 degrés. Nous venons de retrouver dans le GPS qui fait un angle de 39 degrés. Alors à partir de cet angle, on va alors chercher la direction que nous allons suivre à partir de la boussole. Pour chercher la direction qu'on va suivre, nous cherchons tout d'abord, nous coïncidons tout d'abord le degré trouvé, donc 39 degrés avec la ligne de foi. Après avoir coïncidé le 39 degrés avec la ligne de foi, nous coïncidons les deux nord. Pour orienter l'itinéraire, on voit la direction de la ligne de foi. Comme on peut le voir, il s'agit de détecter ou de capturer un échantillon représentatif de tous ces bassins versants qui sera récupéré au niveau de l'exutoire. Et si, lorsque l'anomalie pourra donner, on pourra maintenant passer à l'étape suivante, soit à l'étude de soil sampling, soit à l'étude de renirage ou même la lithologie pour ainsi récupérer les bassins versants ayant bien donné les anomalies. Comme on l'a bien dit, un géologue prospecteur recourant au stream sediment, il doit bien maîtriser la notion de l'hydrologie car le talouès va l'aider à balayer les lieux vifs alors que la crête lui permettra de savoir la différence entre deux différents bassins versants. Comme on le voit ici,
La route matérialise la crête du bassin de la rivière Kiata et celui de la rivière Nyamukanga de l'autre côté. Et sur les échantillons vont différer et seront représentatifs de chacun des deux bassins tels qu'on l'a défini. La nature est remplie d'une panoplie lithologique. Il s'agit ici d'une zone de contact de formation faisant effervescente et celle beaucoup plus argileuse, les schistes ou les shales. En face de nous, nous sommes devant une roche de coloration rougeâtre qui a un état fissuré, dont les fissures se présentent. Il y a des parties qui ont des formes losangiques et nous constatons que la roche est à l'état altéré et lorsque nous observons convenablement la roche, la couleur rouge peut être due à la présence de fer dans la roche. Mais on constate que cette concentration est plus dans ces différentes cassures qui sont présentes sur la roche. Alors, nos observations conduisent à l'utilisation pratiquement de l'acide chlorhydrique dilué à 10%, et on voit que la roche présente une faible effervescence à la partie, mais dans les fissures ça présente une effervescence quand même considérable, telle que vous le constatez ici. Vous voyez, il y a une certaine effervescence qui se manifeste. Alors, nous sommes dans les faciès métamorphiques, et ces faciès métamorphiques, on ne sait pas dire que ces différentes figures ici c'est la stratification. On peut dire que c'est la stratification, mais comme nous sommes dans les faciès métamorphiques, nous pouvons dire que c'est la schistosité. Alors, comme c'est la schistosité et que la roche présente une certaine effervescence, on va conclure que c'est une roche dolomitique, une roche carbonatée et qui a subi un métamorphisme. Donc, les analyses au laboratoire permettront alors bien de conclure que la roche peut être soit une anchérite, soit un skarn, parce que c'est le métamorphisme qui a affecté les roches d'autant plus carbonatées. Mais comme l'anchérite c'est une roche sédimentaire, donc on ne peut pas dire que c'est une anchérite, mais celui-ci c'est une roche métamorphique d'origine carbonatée. Alors, il faut souligner que la roche en face de nous, c'est un bloc. Pour trouver sa roche en place, l'enracinement de ce bloc, il faut se déplacer de longues distances ou soit aller en amont de la colline ici, parce que ici nous sommes au pied de la colline.
À part ça, on constate que le son de la casse, le coup de marteau sur la roche a une sonorisation là affectée au phonolite. Du bloc précédent décrit, on constate que la roche en place est litée et le litage s'oriente d'une manière verticale et pas vers l'est. Et dans différentes cassures observées à la surface de la roche, on constate une forte concentration de carbonate. Une forte concentration de carbonate dans des fissures. Alors, on essaie de s'éloigner toujours de la roche. On constate des différentes concrétions qui ont une allure. Selon du bloc précité, on constate que la schistosité est d'ampleur plus. C'est qu'on approche beaucoup plus l'intrusion, comme on peut voir à la roche ici où la schistosité devient à l'échelle millimétrique. La nature géologique est pleine d'une diversité de roches. Face à nous, voici une roche légèrement massive, mais on y observe aussi une foliation ou une orientation des cristaux. Il s'agit d'une roche leucocrate dont nous affilions aux faciès granitiques. Oui, ça s'explique par des fissurations lorsqu'il y a, par exemple, en cas d'une intrusion, l'intrusion provoque des fissures dans la roche qui a été en contact, et ces fissures peuvent être remplies par des éléments, par exemple, volatiles qui peuvent entrer en contact avec les parois de la roche et être en communication directe, et ces éléments volatiles vont cristalliser et peuvent donner par exemple des gros cristaux, et cela peut être à l'origine des phyllots par exemple. Il y a aussi des phyllots de quartz qui peuvent être d'origine par exemple sédimentaire, ces phyllots peuvent provenir toujours du remplissage des éléments qui viennent de l'érosion de part et d'autre de la roche qui a été intriguée. Okay. Face à nous, nous avons un phyllo qui est constitué essentiellement de cristaux de quartz. Il y a épais du mica et du feldspathe. Et ces phyllos seraient un remplissage des paléos qui affectait une roche qui était presque granitique. Dans ces phyllots, nous retrouvons qu'il y a des minéraux qui sont associés à ces phyllots, et c'est le minéraux c'est la tourmaline. Mais dans les phyllots de pegmatite, on peut retrouver aussi d'autres minéraux, à l'exemple de béryl, les minéraux qui peuvent aussi contenir les phyllots de pegmatite. Il existe dans la nature plusieurs types de roches métamorphiques, magmatiques et sédimentaires. L'exemple que nous avons à face de nous est un exemple illustratif du quartz qui peut être d'origine sédimentaire ou magmatique. Sédimentaire s'il s'agit de métamorphisme de grès, et magmatique s'il s'agit de remplissage de phyllots par des fluides liquides. L'exemple ici illustre un métamorphisme de quartz via l'apparence de la roche, la schistosité ou le rubannement, et même sa couleur. Lorsque le métamorphisme est de grande ampleur, la roche se comporte à un mouvement anatexique. Il s'agit là des débuts de la fusion, où on peut observer certains cristaux qui sont restés nodiles, alors que d'autres résultats de la fusion vont recristalliser. Le plus courant exemple est celui des migmatites, à l'exemple de la roche que nous voyons ici, où la silice se concentre, alors que d'autre part les couleurs noires sont attestées par le ferro-magnésien. Il s'agit ici donc d'une roche métamorphique qui serait résultante d'une fusion partielle ou d'un métamorphisme catasonal. On observe alors dans la roche
des taches qui sont restées massives, alors que d'autres cristaux attestent d'une schistosité, à l'exemple que nous voyons ici. On dit que c'est un boudinage par rapport à la forme et à l'élongation de cette formation ici. C'est-à-dire, ici, ça a une dimension considérable, tandis qu'ici, la dimension commence à se rétrécir, et là, à la fin, ça disparaît avec sa longueur et sa largeur. Ici, ce n'est même pas visible. Différence entre boudinage et lentille. Un boudinage, un boudin peut se terminer par lentille. Tandis qu'un boudin, ça se caractérise par un gonflement de la structure à un moment donné, et puis c'est cette élongation-là qu'on va considérer comme lentille. Quand il s'agit d'un alignement de lentilles, alors on peut conclure que c'était un filon, mais qui a été métamorphisé à ces cassas pour donner maintenant les boudinages. La vallée de la rivière Kachalala est un lit vif qui coule perpendiculairement à la schistosité du Kibarien. Le Kibarien qui est attesté ici par un affleurement présentant une alternance de couches comme on peut le voir, mais les couches qui sont caractérisées d'une minéralogie identique à celle des granites, ce qui nous pousse à conclure que le lit vif est constitué d'une roche métamorphique, le métamorphisme du granit qui conduirait à un gneiss rubané beaucoup plus tel qu'on le voit car l'absence des nodules est beaucoup plus visible. Un relief très jeune, il s'atteste par des vallées à forme de V et des sommets très jeunes. La lithologie est essentiellement granitoïdique qui s'accompagne de certaines roches d'eau, le pegmatite et quelques orthogneiss. Il est facile de faire la prospection à l'aide de photographies même aériennes. Comme on le voit ici, la présence de l'interface de couleurs noirâtre beaucoup plus riche en matière organique attesterait les schistes graffités, alors que le sol qui serait rougeâtre atteste les schistes beaucoup plus grésés, ce qui appartiennent tous à un même faciès métamorphique. À la différence, le sol dolomitique est de couleur rougeâtre, alors que les roches dioritiques est lui-même de couleur. On trouve un bloc essentiellement sombre, massif, où certains cristaux qui seraient visibles sont d'allure laminaire et d'autres aciculaires. La surface se comporte comme une peau de crapaud. Elle donne tantôt une couleur jaunâtre qui serait de limonite par altération. L'altération constitue un anneau autour de la partie saine. Le fait que la roche est constituée essentiellement des amphiboles, nous nous réservons lui donner un nom, mais nous nous arrêtons que la roche serait classée parmi les ultrabasiques, vu même sa densité et sa couleur, mais aussi sa texture qui est presque d'une manière à verre. Je constate la présence de minéraux aciculaires de couleur noire avec une alternance de cristaux clairs qui sont assimilés au quartz, c'est-à-dire la silice qui est cristallisée, mais à l'état xénomorphe. Tandis que ces traces noires qui sont assimilées à la tourmaline noire. Et cette tourmaline noire qui a cristallisé à l'état automorphe et qui sont à structure avec un système hexagonal. Alors, la roche en face de nous, c'est-à-dire l'affleurement, et lorsqu'on essaie de voir à côté comme ici, on voit directement
l'alternance des minéraux clairs avec des minéraux sombres. Et cela nous conduise à dire que nous sommes dans un faciès gneissique, où ce gneiss a été recoupé par des filons pegmatitiques qui sont dans lesquels abonde la tourmaline. À la recherche du stream sédiment, il passe de rive à rive à travers le pot ou à travers même les eaux elles-mêmes sans pot. Il franchit la rivière Gokwe avant d'atteindre la confluence où il pourchasse le sédiment des streams sédiments. La géologie est une science pas comme les autres, mais plutôt une science à soi. Elle mérite une aptitude physique assez forte et une technicité assez digne. Il est 14 heures, heure d'arrivée au point d'accrochage où les géologues se préparent pour récupérer la première prise de ces sédiments. Ils commencent tout de suite à la zone de confluence où, comme on le voit, une différenciation de couleurs se distingue. La rivière ciblée est une rivière qui est colorée et qui atteste des travaux miniers à l'amont. Tout à tout, les géologues récupèrent toujours les sédiments et les déposent dans les seaux plastiques à vue d'avoir les kilogrammes qui lui sont demandés pour faire étamisage. Il reste toujours cloîtré aux berges car c'est le milieu propice pour avoir les fines particules dont il a besoin car sont caractérisées par une fixation des métaux dont on cherche. À la recherche de pistes, les géologues risquent sa vie car retourner derrière n'est pas une solution, mais plutôt avancer serait le mieux. À la chasse de l'échantillon au berge, les géologues tentent pour toujours, mais ils trouvent quand même un peu de solution pour récupérer même 0,3 kg en risquant sa vie. L'eau reste toujours colorée par les colloïdes qui seraient mis dans la rivière par les travaux de Hawkins situés en upstream. Sont les milieux les plus mieux placés car les vitesses sont faibles à ce côté et peuvent déposer les fines particules, alors qu'au côté opposant, la vitesse est grande et cherche à s'anéantir. Comme on voit ici, il s'agit des rocheux d'alliés congloméralitique qui anéantit la source dans son parcours. Les parois sont verticales de ce côté et aucun sédiment fait ne peut être déposé là-bas, ce qui conduit les géologues au côté opposé car là il peut récupérer les sédiments qu'il cherche. À la rivière Hund, la rivière que nous sommes en train de poursuivre pour récupérer notre échantillon de stream sédiment. Alors, sur ce, nous avons déjà eu notre échantillon. Nous commençons déjà à prélever nos échantillons de stream sédiment. Nous avons constaté qu'il y a vraiment de bons échantillons que nous allons faire vraiment. Nous allons envoyer cela au laboratoire. Et nous sommes sûrs et certains que le résultat sera vraiment meilleur parce qu'en voyant vraiment la morphologie du sol, vraiment, ça va promettre. La géologie est une science qui est risquante. Comme vous pouvez voir, des piqûres des insectes sont le plus courant. Des glissements ou des fractures sont le plus courant. Quelle que soit la chasse aux fines particules, les géologues n'épargnent pas les blocs qui se déposent dans les livres vifs. Ceci permet aux géologues de détecter la zone nourricière qui aurait financé ces grosses particules dans les livres vifs. Après la récupération de l'échantillon, les géologues mixent l'eau et les sédiments ensemble. Ils agitent pendant 3 et 5 minutes pour créer en fait un granuloclassement dans la solution. Ils patientent quelques minutes cependant pour que la sédimentation soit et puis ils passent au tamisage.
À l'opposé des autres échantillons ou des autres bassins versants, les géologues constatent au-dessus du tamis une grande quantité de reflux, ce qui explique que les bassins versants est drainé par les roches essentiellement siliceuses, car d'autre part, le passant justifiait la teneur en argile ou à particules extra fines dans le sédiment. Après décantation, on verse l'échantillon dans un tissu perméable pouvant libérer le fluide gorgé encore dans les sédiments. Décantation, les géologues séparent le liquide qui est au-dessus du sédiment pour ne récupérer que le sédiment. Après avoir empalé dans un tissu nylon, les géologues insèrent l'échantillon dans le caoutchouc pour que, à cas de les transporter ensemble, un échantillon ne puisse pas polluer ou diluer un autre. Pour distinguer les échantillons, l'échantillon portera le numéro de l'échantillon à vue de retrouver le numéro et le même numéro devra être au carnet pour les détails davantage. Comme notre échantillon est numéro 4, il écrira 0 échantillon 004 qui nous permettra de distinguer les échantillons. Il est 16 heures. Heure de revenir à nos bercailles ou au flow camp après avoir piqueté un échantillon dans l'eau. Sur des falaises, les géologues escaladent les montagnes pour rejoindre la base. Chaque jour après le terrain, il faut toujours suspendre les échantillons à vue de libérer davantage les liquides. Chaque échantillon est porteur de son numéro et même son poids, mais le poids que vous voyez, il s'agit de poids humide, le colloïde et l'eau. Et le pesant va poursuivre toujours lorsque l'échantillon sera pris à l'état sec. Nous sommes dans les hangars de séchage des échantillons des rivières. Et vous allez constater que ces échantillons correspondent à 4 jours d'échantillonnage. Et un échantillon correspond à un jour vu la distance qui séparait les sites d'échantillonnage et à la base là où les géologues étaient logés. Ça, c'est le sédiment qui correspond à la rivière Nyamukanga, qui est située à l'extrême nord-ouest de notre base. Ça correspond au sédiment de la rivière Kiata. Et vous allez, si je continue à mettre les kilogrammes, ça pesait 1 kg avant séchage. Mais aussi celui-ci correspond au sédiment de la rivière Tchangezi. Avant séchage, le sédiment pesait 2 kg. Mais aussi celui-ci correspond au sédiment de la rivière Hunu. Et avant séchage, ça pesait 2 kg. Vous allez remarquer que si on essaie d'exposer les sédiments sur le sol, les échantillons seront contaminés et les résultats après analyse seront confondus. C'est la raison pour laquelle ces échantillons doivent être suspendus pour permettre aussi l'eau de s'échapper facilement sans qu'il y ait beaucoup de contact avec d'autres poissons ou d'autres contaminants. Toujours des contaminations qui peuvent venir de différentes sources. Si on les suspend à l'extérieur, il y a contamination de l'air. Il y a certaines poussières qui peuvent venir influencer les résultats, dont l'atmosphère qui est chargée de particules, mais aussi de différents éléments. Ça va influencer négativement ou positivement les résultats et cela va affecter les travaux. Les particules solides qui peuvent polluer les échantillons viennent de l'arrachage de certaines particules des roches qui sont à l'abri, et les vents qui se cognent sur ces particules des roches peuvent arracher certaines particules, et d'autres peuvent venir des sources des ménages, même pendant la construction par exemple des routes. Et ces particules, lorsqu'ils sont transportés par les vents qui se concentrent dans l'atmosphère, sont en circulation toujours en permanence.
bassin versant a été pris à une grande échelle, maintenant ici il faut réduire l'échelle. Quel plan a promis par rapport à quel autre? Quelle rive, quelle berge a été porteur de la minéralisation? Comme nous disons que ici c'est une réduction de l'échelle, on va travailler en coupe ou à profil. Les profils seront perpendiculaires à la lithologie ou à la direction de la lithologie, et c'est suivant ces profils ou ces coupes qu'on va prendre les sols ou l'échantillon. Comment prendre l'échantillon? On creuse à 40 cm de profondeur. L'objectif de creuser comme ça est d'éviter l'activité des organismes, l'activité des limus pour atteindre un peu l'horizon d'accumulation ou l'horizon B, puisque celui-ci est encore capable de donner une information à la roche-mère et a donné naissance au profil pédologique qu'il y a sur le bassin versant. On récupère les sédiments, on les décrit minéralogiquement. Cette description minéralogique qui tient compte des minéraux néogènes qu'on pourra détecter la roche-mère du profil. L'objectif ici est de savoir si l'anomalie géochimique due à la dispersion, cette dispersion est autochtone ou alloctone. Comment distinguer l'autochtonie et l'alloctonie de l'anomalie géochimique? Étant donné que le quartz est un élément dur résistant à l'altération ou à l'hydrolyse, celui-ci, aussitôt retrouvé dans les sédiments, on va voir l'angulosité du grès de quartz. Lorsque le quartz est arrondi, on va conclure que le sol que porte ce quartz a été porté. Alors que les travaux s'effectuent suivant les profils perpendiculaires, ce n'est pas que la récolte de l'échantillon est aléatoire. Elle tient compte d'un espacement quelconque. À chaque 100 mètres, on échantillonne. Après avoir dressé les profils qui sera long d'une crête à une autre, on pourra exécuter la deuxième, mais à une distance quelconque. La distance n'est pas aussi aléatoire ou n'est pas hasardeuse. On peut se dire, comme nous avons déjà travaillé par stream sediment à une échelle plus vaste, réduisons l'échelle, l'intervalle entre les profils, désormais nous prenons soit 500 mètres, soit 1 km selon que le métal que l'on est en train de chercher. Et si le 100 mètres du profil, le 100 mètres de l'équidistance, on obtient une maille rectangulaire. Après toute récupération de l'échantillon, il faut le déposer dans un sac en échantillon ou dans un emballage à échantillon. L'échantillon est requis à 2 kg de poids pour qu'à la fin on fasse écartage comme pour tout échantillon géochimique. L'échantillon devra être nommé. Comment nommer? L'étiquette porte sur un code, soit de la firme, soit des prospecteurs miniers. Et ce simple. Comme nous sommes en train de travailler au profil, il peut soit commencer par les noms du projet. Si on est au niveau du territoire, par exemple, de Calais, il peut commencer par projet K. Il ajoute que nous sommes au niveau de Kalung, il ajoute le deuxième K. Il ajoute que nous sommes dans le bassin versant de Kiata, par exemple. Il met le troisième K. Premier K, Kalung. Deuxième K, premier K, Kalehe. Deuxième K, Kalung. Troisième K, Kiata. Maintenant, il est en train de travailler suivant les profils. Il peut mettre P pour indiquer profil. Il met 1 en indice pour indiquer profil 1. Et il met P encore, le deuxième P, en indice 5. Ça signifie prise 5. Et si l'échantillon portera un numéro K, Kalehe, K, Kalungu, K, Kiata, P, E, profil E, P5, cinquième prise au niveau de ce profil. C'est ainsi que on va exécuter et on va gérer les échantillons au niveau de la prospection de soil sampling. Dans les travaux de soil sampling, nous utilisons le matériel qui suivant, notamment le GPS, une bêche. Nous utilisons aussi de sacs en échantillon
des sacs spécialisés pour l'emballage des échantillons. Nous utilisons les carnets où nous écrivons le détail que nous rencontrons sur terrain. Nous utilisons le papier millimétré où nous projetons notre coupe. Nous utilisons la loupe pour observer le sol que nous rencontrons, les roches que nous rencontrons sur place. On peut toutefois utiliser aussi un marteau. On peut aussi ajouter au marteau un crayon qui va nous servir pour produire le détail sur le papier millimétré et dans les carnets. Comme la géologie est une science qui s'exécute sur terrain en équipe, aussitôt on arrive au site d'échantillonnage de sol, un géologue se positionne pour indiquer le débit de la coupe à l'aide de GPS, alors que le deuxième géologue est en train de préparer le point où il va échantillonner. Au même moment, le troisième géologue, lui qui s'occupe presque de l'administration, il est en train de spécifier à un papier millimétré où commence la coupe dont ils exécutent. Le prospect tombe sur une roche affleurante quand on est dans la prospection de soil sampling. On ne se base que sur la roche qui affleure. Et sur la roche qui affleure, on décrit la fracturation, la minéralogie de cette roche, la structure de cette roche, d'autres détails, comme on le fait toujours comme on le fait toujours dans la prospection lithologique. C'est la roche. Après avoir cassé la roche, nous prenons un morceau de roche, un fragment, que nous allons observer. À l'observant, on constate que c'est une roche constituée essentiellement de grès de quartz. Il y a aussi des feldspathes. Comme vous le voyez, ce sont ces feldspathes qui colorent la roche à une coloration presque rosâtre. Et comme vous le connaissez, le grès avec la roche, le grès avec le feldspathe à couleur rosâtre, c'est la roche que nous nommons arkose. Et comme nous sommes dans un faciès qui est tellement métamorphique, la roche que nous voyons, ça serait peut-être un quartzite, puisque le quartzite, c'est le métamorphisme du grès. Okay. Tel que vous voyez ici, le prospect vient de tomber juste dans le lit vif de la rivière Kiata. Et là, nous sommes en train de continuer avec notre marche perpendiculaire par rapport à la direction préférentielle de nos couches. Et comme ce prospect vient de tomber exactement dans la rivière, on passe directement dans la description des sédiments, soit des différents blocs qui ont été transportés par la rivière. Alors, vous allez constater ici que nous avons des blocs de quartz, c'est-à-dire qui sont en amont de la rivière. Ici, nous avons un bloc d'arkose, mais aussi un conglomérat qui est visible ici. À part ça, on essaie d'être en contact avec les différents sédiments déposés aux berges de la rivière, et on essaie de mesurer, de prendre la direction de la rivière à partir de la boussole. Là, nous constatons que la rivière s'oriente est-ouest sur notre boussole. La largeur est estimée à 0,7 mètres. Si le sol est à place, les géologues travaillent au clinomètre pour détecter la pente. Et si il prend à l'aide d'une manche de la bêche et une boussole, il lira au clinomètre la valeur angulaire pour exprimer la pente. 30 et de 30 degrés. À part cette pente, il va démontrer vers où part la pente pour détecter si l'échantillon ou l'anomalie est venue de haut ou même sur place. La présence de grandes falaises
où l'absence de quartz justifie les transports qu'a subi les sédiments. Après toute opération d'échantillonnage, les géologues écrivent les numéros locaux sur les arbres ou les affleurements qui peuvent être environnant l'échantillon. S'il fait chaud, le sol perd le taux d'humidité. Il présente des fissurations ou des prismations ou des disquamations. Alors que la pluie reprend au système, l'eau va se filtrer via les fissures après avoir répondu au taux hygrométrique du sol. Si le sol repose sur une couche savon, à l'exemple le marne bleu, car les filtrations est un paramètre qui augmente les glissements. Comme on le voit ici, on trouve au-dessus une couche d'altération de carbonate, d'altération de sol argileuse. Après la récolte des échantillons sur terrain, qui sont déjà emballés dans des sacs spécialisés, on doit passer à la duplication des échantillons. L'un des échantillons, par exemple, au 10e prospect, on peut récupérer des échantillons dans un même prospect qui seront envoyés au laboratoire pour essayer de vérifier la véracité du résultat des analyses du laboratoire. La prospection de soil sampling est une méthode, comme nous l'avons dit, qui permet d'étudier la roche-mère étant même au-dessus. Comme nous voyons épais étalé, il s'agit d'une roche où on peut détecter, alors qu'au-dessus, c'est un sol déjà cultivable. Il faut donc descendre, il faut forer jusqu'à 4 décimètres à vue d'atteindre un peu plus bas la saprolite. Comme on voit, à partir de ce particule, il est logique et il est facile d'étudier et de donner le nom de la roche, car ceux-ci sont encore proches ou assimilables même à l'horizon C de la roche. Étant donné que la nature est enrichie de roches, il s'agit ici de fragments que l'on vient d'étiqueter de l'autre côté là pour détecter la nature pétrographique de la roche. Comme vous voyez, la roche présente un litage, ce qui atteste déjà un métamorphisme. La roche ici, nous la faisons par corrélation et extrapolation au quartzite lité qui affleure au niveau d'Mbumbi. Cela nous permet à dire que quelles que soient les argiles qui dominent ici, comme en faisant allusion à la roche qui affleure au niveau d'Mbumbi, la roche sur place serait alors un quartzite lité, ce qui pouvait conduire aux autres géologues à dire que la roche serait un schiste. Le rôle de la prospection géochimique tenant compte du soil sampling permet d'étudier un profil topographique. Comme on peut le voir ici, lorsqu'un prospecteur creuse de bas à haut, en rencontrant ce bloc qui est encouffré dans un sol, ce bloc lui permettra d'étudier et de dire que le sol est sur place ou a été transporté. Comme le cas qui est ici, c'est un quartz qui présente une caractéristique arrondie, ce qui atteste ou ce qui témoigne déjà que le sol au-dessus peut avoir subi un transport. Dans la nature, il existe une variété de différentes roches. Alors, en face de moi, j'ai l'altération des roches carbonatées. Vous allez remarquer que ces roches carbonatées sont en train de former un sol qui est lité. Vu leur mise en place, ça donne directement un litage de la manière dont se sont succédées les différentes strates. Et voilà, c'est une roche ou soit un sol carbonaté qui repose sur un sol autochtone qui est formé de différentes particules de quartz. Sur le bloc de quartzite que nous avons ici, on constate des cavités qui présentent un système cristallin attesté par certains cristaux. Certaines cavités sont du système quadratique alors que d'autres s'approchent du système cubique. Le système cubique est attribué beaucoup plus au minéral, la pyrite, et comme les cavités sont vides, on dirait que la pyrite s'est détachée ou elle s'est déjà altérée. Le rôle de ces cavités comme dans la prospection est de détecter lorsqu'elles sont remplies par les cristaux n'appartenant pas au système, de déterminer les minéraux autres qui ont été altérés et qui se trouveraient beaucoup plus à grande profondeur. L'exemple le plus courant, c'est pour expliquer les modèles de gisement, de redox où on distingue des zones, les sulfides, les oxydes et les hydroxydes à l'interface.
et on constate que ces grès de quartz sont subanculaires à arrondi. C'est-à-dire que ça a subi un transport. Ce qui traduit que c'est un sol alloctone qui s'est déplacé de quelque part jusqu'ici, puisque on estime ça à partir du quartz. Si le quartz est anculé, ça traduit que le sol n'a pas subi de transport. Mais quand il y a déjà les quartz qui sont subanculés et arrondis, ça traduit que ce sol a subi un transport. A subi un transport. Estimé venir. C'est quand nous essayons d'observer bien le sol, on estime le pourcentage de quartz à environ 60%. Donc le sol est constitué essentiellement du quartz. Après toute activité ou tout détail géologique possible, avant de quitter le site, il est toujours génial et d'habitude de fermer son prospect pour éviter les pures que peut causer à l'humanité dans le futur. Donné que la structurale n'échappe à tout type de prospection, le repérage de tous éléments structuraux et linéaires retrouvés ou recoupés par la coupe s'avère nécessaire car peuvent guider d'où vient l'anomalie si celle-ci est rapportée par les filons. Il s'agit ici de repérage de filons de quartz incorporés ou encaissés dans une intrusion diurétique. La topographie de Kalungu est une topographie qui s'apparente et qui s'approche de la topographie de Rufté. Les escarpements sont attestés aussi. Le troisième type de la prospection que nous allons illustrer dans cette vidéo, c'est celle qui recourt aux travaux de rainurage ou de channel sampling, qui est une variété de prospection géochimique qui recourt à la zone de contact de différentes lithologies, s'il s'agit de zones sédimentaires ou métamorphiques, par exemple, participant de la limite de couche ou de la limite de la schistosité. S'il s'agit des éléments dus au type de géodynamique, par exemple des filons, on va voir les zones de zépond entre les filons et les encaissants. Le remirage a comme objectif de recouper les formations géologiques. Et dans ce cas, les filons sont plus visés. Deuxièmement, le remirage a comme objectif d'apprécier le degré, la teneur, la valeur de la minéralisation dans les filons ou dans les formations encaissantes des symphylos. Troisièmement, on essaie de vérifier le modèle génétique de cette minéralisation. Les éléments, les matériels qui sont utilisés dans les travaux de rainurage sont premièrement le GPS qui sert au positionnement géographique. Nous avons la boussole qui permettra de mesurer l'angle et l'épandage des différentes couches. Nous avons le marteau qui pourra servir au concassage de la roche. Nous avons les clinomètres, c'est-à-dire la boussole doit être munie du clinomètre aussi pour essayer de mesurer l'angle aussi. Nous avons les birins et les marteaux pour faire le rainurage. Nous avons la lunette, les lunettes, nous avons la casque, nous avons aussi cache-nez, nous avons les clinoroules. À part les clinoroules, on peut utiliser les papiers millimétrés pour plotter les différents éléments retrouvés sur le papier ou faire une carte de rainurage d'isoténaires ou de ténères différentes. Nous avons aussi les gants, c'est-à-dire pour se protéger contre les différentes particules qui peuvent affecter la main du géologue. La préparation des sites de rainurage par un géologue est une phase à ne pas négliger car, si pas faite, on ne saura pas les limites de pente et échantillons pour les cas de filons ou pour les cas de couches, on ne saura pas la limite entre les couches. Dans des régions humides où les eaux coulent, il est toujours nécessaire et génial de laver l'affleurement avant qu'on exécute le rainurage. Il s'agit là donc d'une étape
de préparation de la zone à échantillon. Il est plus génial que le rainurage soit exécuté perpendiculairement à la direction des couches, si les couches sont litées ou schistosées. Le cas que nous avons ici, comme celui passé, une roche essentiellement magmatique, mais qui présente une légère foliation, est recoupée par un filon de nature pegmatitique. Le filon est orienté perpendiculairement à la foliation, et comme c'est le filon que nous sommes en train de viser, vouloir savoir comment évolue la teneur de la partie centrale du filon et de l'encaissant, il nous faut aussi travailler parallèlement à la schistosité pour faire recouper le filon qui peut être porteur de la minéralisation si cette dernière est caractérisée ou conditionnée par les modèles géodynamiques. Avant toute opération, les géologues tentent de voir l'épaisseur du filon. Si l'épaisseur est plus que 25 cm, le filon sera pris comme filon couche. Ainsi donc, il fera un échantillon intact à lui seul. Comme on le voit, le filon est un peu de 1 mètre, ce qui nécessitera de le prendre comme un échantillon intact. Ainsi, il faudra qu'on ajoute une partie de l'encaissant pour chercher à vouloir savoir si la minéralisation est concentrée dans l'encaissant, et là on parlera d'une anomalie formationnelle, ou si elle est encaissée dans le filon. Dans ce dernier cas, on dira que la minéralisation est contrôlée par l'hydrothermalisme. Le filon pegmatitique encaissé dans une orthogneiss est un peu de 1 mètre. Le géologue précise et veut travailler à 1 mètre dans l'encaissant pour savoir si l'encaissant peut aussi être minéralisé. Pour des précisions, une rainure est un corps cubique qui est dressé sur une surface de 0,5 décimètre et une longueur voulue par le prospecteur. Comme on le voit, ils prennent une largeur de 0,5. Voilà la zone à considérer dans l'encaissant avant d'atteindre les filons. Ils préfèrent prendre 1 mètre sous prétexte que le filon peut être enrichi et avoir l'influence jusqu'à 0,5 mètre comme zone, comme intervalle de fluence. 0,5 mètre de surplus sera pris comme la zone ou la roche encaissante. Et voilà, ils ont une surface longue de 1 mètre et large de 0,5. Lorsqu'ils vont exécuter la récupération de l'échantillon, ils vont fosser jusqu'à 0,3 cm pour essayer de récupérer la poussière. L'eau minéralisée, ils continuent toujours leurs traces à la même surface et à la longueur de l'épaisseur du filon. 5 cm de largeur et 1 mètre de longueur. Avant d'aborder tout travail de rainurage, les géologues s'habillent en gants pour se protéger contre toute intempérie ou tout objet ou toute poussière pouvant être toxique aux doigts si on travaille beaucoup plus dans les zones enrichies à asbeste. Il protège ses yeux par une paire de lunettes. Il protège son cou par une écharpe. Il s'habille en imperméable car même sous la pluie, les travaux géologiques continuent sous prétexte que la pluie n'est pas un obstacle pour tout scientifique naturaliste. Les géologues abordent sa rainure et ils jugent mieux commencer dans l'encaissant. Sur une largeur de 0,5 cm, de 0,5 décimètre et 1 mètre de longueur et 0,3 décimètre de profondeur constituera un échantillon dans le cas de l'encaissant. Dans la concession de l'école primaire Kavishamaga, une zone
ou à fleurs, les orthogneiss, recoupés ci et là par des filons de pegmatite, des filons de quartzite. Les géologues tentent de voir si ceux-ci peuvent être à l'origine de l'anomalie ayant été retrouvée par les travaux de soil sampling à différents flancs et qui peuvent avoir contaminé l'échantillon repris dans le stream sédiment. Ainsi, il achève ses travaux, mais il réduit l'échelle. Comme on l'a vu, l'échantillon de stream sédiment lui a permis d'avoir une idée sur tous les bassins versants, titrant même 10 km. Il prend seulement les bassins versants ayant donné ou ayant promis, ayant été payant pour faire la campagne de soil sampling. Si le deux flancs ou l'une des rives a promis, les géologues jugent passer à la phase suivante et vérifier quelle serait l'origine de l'anomalie. Tout dépend de la lithologie ayant été mise en œuvre lors de la campagne de soil sampling. Les chercheurs de l'or ayant détecté essentiellement des roches métamorphiques à l'instar les quartzites, les orthogneiss, qui de loin peuvent ne pas être porteurs. Dès lors, sous logique de l'anomalie formationnelle, il peut attribuer cette minéralisation aurifère au filon s'il a recoupé certains filons lors de ses coupes. La prochaine phase, comme dit, consultera alors les échantillons de filons et là il réduira la phase, il réduira la maille de travail. Une rainure de 15 mètres peut être exécutée, mais peut être entrecoupée si l'altération fait victime aux roches. S'il ne connaît pas, il faut le chercher là-bas, il est là. Les géologues récupèrent toute poussière et tout fragment pour les insérer dans un sac à échantillons. Il commence là pour l'encaissant. Il fera de même pour les filons, car le filon a été un peu de 1 mètre et sera échantillonné à lui comme un échantillon intact, étant donné que le numéro de l'échantillon à géologie est un code. Le code est mis dans le carnet. Aussi, après analyse, l'analyse est reprise à chacun des codes. Si les codes sont plotés sur une carte, à chaque code vaut une teneur de différents métaux. KB signifie Kabishamaga, R1 signifie Renir 1 et E signifie encaissant 1. Et la première rainure de 2 mètres de l'autre côté, nous constatons que le filon n'est pas du tout uniforme sur toutes ses largeurs. Et si nous jugeons mieux exécuter une deuxième rainure de l'autre côté pour faire ressortir la largeur moyenne, car cette dernière pourra intervenir lorsqu'on pourra calculer la teneur. Nous allons ici donc pondérer la teneur de tous les filons par rapport à ces différentes épaisseurs. C'est le pourquoi 2, 3 ou même N rainures peuvent exécuter dans un même filon, car le filon a démontré des zones épaisses et celles fines. Après tout travaux de rainure ou de channel, les géologues doivent tout représenter sur un papier millimétré où la réalité sur terrain doit se faire voir, comme on le voit ici. Dans la partie cruciale ou centrale, il s'agit du filon pegmatitique dont il a recoupé perpendiculairement. Voilà, il illustre 3 rainurages. Cependant, l'orientation des travaux s'avère toujours nécessaire. Nous devons tous savoir que les travaux géologiques nécessitent un grand courage et au besoin la force, mais aussi l'esprit de la géologie. D'autant plus qu'il y a l'escalade des montagnes et des vallées et tout consort. Voilà pourquoi tout au long de nos travaux, nous avons réalisé au moins une série de cartes qui ont schématisé concrètement ce que nous avons réalisé sur terrain.
Voilà, nous sommes en face d'une carte lithologique qui a été établie sur base des coupes qui ont été réalisées dans un bassin Et là, ces travaux visaient à recouper toutes les minéralisations que pouvait contenir un bassin à partir des études qui ont été menées au préalable comme par exemple les soils et les stream sediments. Voilà pourquoi ici, nous avons exécuté les travaux de soil sampling, ceux qui sont schématisés ici. Et voilà, vous allez remarquer une série de coupes. Ça, c'est la première coupe, la deuxième coupe, la troisième et la quatrième coupe. Et au total, cette carte nous a valu au moins 12 jours. Et la première coupe a réalisé 3 jours, la deuxième 3 jours, la troisième 3 jours et la quatrième 3 jours. Voilà pourquoi, après extrapolation de tous nos travaux, nous avons réalisé une carte lithologique de ces 10 bassins. Et comme les travaux des soils n'ont pas suffi seulement pour concrétiser ou soit mettre en évidence les indices retrouvés sur terrain, en gisement par exemple après les analyses sur terrain, nous avons ressorti une autre carte qui matérialise directement les travaux de renirage. Voilà pourquoi nous avons réalisé au moins 4 renirs qui nous ont permis bien sûr de mettre en évidence les indices en gisement. Voilà pourquoi ça c'est la première carte, et donc ça sont des renirs qui ont été réalisés sur base de l'orientation préférentielle de nos couches ou soit de nos formations. Ça c'est la première carte. La deuxième carte est celle-ci qui renferme bien sûr les différentes renirs qui ont été réalisés dans une roche ici, comme vous le voyez ici à l'échelle. Ça c'est une roche, c'est l'orthogneiss riche en biotite. Ici elle est encaissée bien sûr dans une roche altérée qu'on supposerait être aussi un orthogneiss. Elle aussi a été réalisée en 3 étapes, dont la première, la deuxième et la troisième. C'est-à-dire c'est dans un filon pegmatitique qui était encaissé dans l'orthogneiss. Et voilà, nous avons réalisé perpendiculairement les différentes renirs pour essayer de recouper tous les filons. Alors, comme nous l'avons bien dit, tous les travaux que nous avons effectués sur terrain, après toute extrapolation possible, nous sommes arrivés à produire une autre carte qui englobe toutes les activités que nous avons pu réaliser sur terrain. Et voilà, ça nous a permis de réaliser cette carte qu'on appelle la carte exploratoire. Alors, comme vous allez le constater ici, les activités sont schématisées ou soit superposées sur base de la première étape jusqu'à la dernière étape. Et voilà donc, nous sommes passés par les streams. Voici ici, les deuxièmes streams ont été réalisés ici, le troisième ici et le quatrième ici. Donc ce sont 4 bassins que nous avons pu explorer. Et voilà, la deuxième étape a consisté à passer au sol. Et nous sommes intéressés au bassin. Ce bassin ici, nous appelons bassin de Kiata. Et c'est ce bassin, après toutes les analyses possibles, nous avons constaté que c'est un bassin payant. C'est-à-dire c'est un bassin qui promet, et c'est là où nous devons concentrer nos différentes, par exemple, l'étape de semi-tactique, comme je peux le dire. Et après, comme vous le voyez ici, sont les profils qui illustrent les différentes activités des sols dans ces bassins. Mais aussi, nous avons passé à la troisième étape qui consiste au renirage. Voilà ici, le point ici montre directement les activités de renir. Ici, premier renir, deuxième renir, troisième renir et la quatrième renir. Voilà donc un peu, en bref, ce que nous avons pu réaliser sur terrain. Et comme ce bassin a promis, nous avons focalisé toutes nos activités et nous avons abandonné ces autres bassins. Voilà pourquoi ces renirs ont intéressé les géologues pour essayer de concrétiser en bref
ce qui a été retrouvé ici, parce que ici sont des filons qui pouvaient s'orienter jusque même dans ces bassins. Voilà pourquoi ces 3 rainures ont été exécutées ici pour permettre d'individualiser ou soit de schématiser convenablement ce que nous avons retrouvé dans ces bassins de Kiata. La diversité pétrographique des milieux est une chose intéressante pour géologues. Cela s'explique parce que la nature a plusieurs types de roches et plusieurs familles pétrographiques. Comme on peut le voir ici, il s'agit d'une roche sédimentaire mais ayant subi un métamorphisme très prononcé qui est allé jusqu'à la zone catasonale. C'est le pourquoi même de la schistosité ou de feuilletage qui est trop prononcé dans cette roche. Mais l'élément intéressant dans cette roche est que il se pourrait que la roche originelle était porteuse des filons, comme on peut le voir, les filons qui est ici. Mais lorsque le métamorphisme a été intense, les filons de quartz, comme ça se fait voir de l'autre côté, a subi des pressions. Et comme le quartz est un élément dur, résistant à la pression, c'est ainsi que le filon a développé des rétrécissements et des grossissements sous forme de lentilles, alors que le filon est continu. C'est le terme de boudinage qui est beaucoup plus visible dans les roches de métamorphisme où les filons de quartz se fragmentent. Comme ici, nous voyons, la fragmentation n'a pas été prononcée, puis si c'était fragmenté, cette particule de filon ne serait plus visible, alors celui-ci se serait déjà séparé de cet autre-là par même la composition de cette roche qui l'encaisse. Ici donc, il est facile ici de détecter l'orientation de sigma 1, de sigma D et de sigma 3. Cela s'explique par le fait que lorsque la pression vient de ce côté, la logique ou la résultante était un allongement parallèle perpendiculaire. Et si il est possible de dresser que sigma 1 venait de ce côté, quand sigma 1 venait de ce côté, sigma 3 est la résultante qui irait parallèlement au grand axe, alors que sigma D est la bisectrice qui pouvait se dessiner à ses côtés. Pour reconnaître épuisement sur terrain, on voit le sens d'épandage. Ça peut arriver que dans un terrain, vous retrouvez le bandage et les couches, il y a convergence. Quand il y a convergence, il y a formation quand il y a convergence d'épandage, il y a formation des synclinales. Et quand il y a divergence d'épandage, il y a formation des anticlinales. C'est le cas que nous observons ici. Il y a les formations. Les rainures doivent être orientées perpendiculairement à la direction préférentielle des couches. Et vous allez constater ici que comme les rainures doivent être orientées perpendiculairement, nous allons orienter est-ouest pour recouper toute la minéralisation qui contient les filons. Nous venons de faire la prospection de stream sediments. On vient déterminer le soil sampling. On se rend compte qu'il y a un bassin, qu'il y a une minéralisation. Et cette minéralisation, c'est l'objectif de notre campagne dans ce milieu. Nous allons passer à l'étape de remirage pour essayer de vérifier est-ce que c'est l'encaissant qui contient la minéralisation ou la minéralisation est contrôlée par l'hydrothermalisme, c'est-à-dire le filon. Mais comment on va y aller? Comme on a expliqué, il faut commencer par la grande échelle, réduire l'échelle, ainsi de suite, pour tomber sur les corps minéralisés. Si les filons qui sont minéralisés, on va finir par tomber sur les filons et détecter ou essayer de donner la teneur qu'il y a dans les filons pour afin de reconnaître il y a quelle teneur dans les gisements, quelle quantité dans les gisements. Ce n'est pas sur une grande surface qu'on va détecter tous ces éléments. La géologie initiale naturelle qui demande d'escalader de pentes, de descendre les crêtes, de monter les crêtes, c'est pas facile à faire. Mais de tout cela, on peut tout sommier pour produire ce qu'on peut. Lorsque la demande technologique au niveau des usines est déjà faite,
il faut que nous, géologues, nous fassions des campagnes de prospection, nous mettions en évidence et jugement pour qu'à la fin, les ingénieurs géologues mineurs puissent venir gérer ce que nous on a trouvé comme géologue prospecteur. Mais ce n'est toujours pas facile. Je me souviens en 1960, lorsque Patrice Lumumba déclare l'indépendance à Kinshasa et a voulu chasser le Belge, les colons qui étaient au pays, lorsqu'ils rentrèrent dans leur pays d'origine, métropole, la Belgique, est-ce que tu sais qu'ils ont commencé à mourir? Ce ne sont pas les militaires. C'est vrai, je pensais que ce sont les militaires, parce que ce sont des qui se promenaient beaucoup, ce sont des qui combattaient pour le Congo belge, mais comment ce ne sont pas les militaires qui... Même si ils se mettaient dans les routes et envoyaient les indigènes leur récupérer des échantillons, mais cela ne signifie pas que ce sont les indigènes ou le porteur ou la manœuvre lourde des géologues qui travaillent à la place du géologue. C'est que les géologues travaillent fort. C'est ainsi même, dans la firme minière, il est difficile d'exécuter 10 ans en participant aux travaux ou aux campagnes de prospection. Lorsqu'on réalise une affaire de 5, 7 ou 8, on est retraité. Si on reste dans la firme minière, alors là, on est seulement inspecteur, soit on est dans les chambres à échantillons, on est dans les encarts, on est en train de décrire, de gérer les carottes que les jeunes géologues prospecteurs ont amené du terrain. Et encore autres, ce sont les jeunes ressortissants d'université qui sont les mieux placés, qui ont encore la force et l'énergie, qui font beaucoup plus les campagnes de terrain, alors que les expérimentés, les chief géologistes, sont en train de superviser, ils viennent de temps à temps, mais ils ne sont plus obligés d'être sur terrain. Voilà un peu la lourdeur qu'il y a dans les sciences géologiques. C'est ainsi, toutes les dames qui veulent venir à géologie, tous les jeunes hommes qui veulent venir à géologie, l'aptitude physique est une affaire à tenir compte, puisque on peut transporter pour soi-même. Il faut qu'on soit à mesure d'endurer. Si la logistique vous trahit sur terrain, il faut endurer, manger. On ne mange pas pour vivre, mais on vit, on mange pour que on survive. C'est ainsi que je peux dire, la géologie n'est pas une science facile à faire. Elle demande une maîtrise scientifique, une connaissance sociale, une bonne moralité. Puis si on n'a pas de bonne moralité, on va même faire n'importe quoi. On va déplacer les échantillons, étant donné que l'échantillon est un élément phare d'une entreprise minière qu'il ne faut jamais faire sortir au niveau de la base. Le géologue n'a pas le droit, même s'il a trouvé de l'or dans l'échantillon, il n'a pas le droit d'amener cet or ou ces pépites d'or dans ce dortoir. Tout appartient à la firme. Et encore, même après la campagne de prospection, les carnets ne sont pas à la merci des géologues, sont plutôt des matériels qui restent au niveau de l'entreprise. Mieux vaut partir avec une boussole que de partir avec un carnet. Ça, c'est encore tolérable. Say